Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. En ce beau mercredi, enfin beau, je sais pas, froid. Ce froid mercredi 13 novembre. Peu frais aujourd'hui, ouais. Parle bien dans le micro parce que sinon on va très très loin. Alors, je disais quelque chose de très important, il fait froid aujourd'hui. Voilà, c'était très important. On va attendre que les gens arrivent tout doucement. Notre petit groupe très intime aujourd'hui. En tout cas, on est très content de vous avoir avec nous. Coucou Anissa. Coucou, coucou. On est très heureux de vous avoir pour un sujet dont j'avais très envie de parler depuis un petit moment. Donc, je suis très heureuse que Mathieu puisse se joindre à nous aujourd'hui. Hello Louise, hello Juliette, hello Adrien. C'est bon, les gens continuent à arriver. J'espère que vous êtes avec votre café ou alors si vous êtes en train de finir de déjeuner, que vous êtes posé tranquillement au bureau ou chez vous. Alors, petite check rapidement. Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous avez la vidéo? Non. Ah, est-ce que d'autres personnes n'ont pas de vidéo? D'accord, donc c'est un bon point, merci de le souligner. On va essayer de réparer ça. Normalement, il devrait y avoir la Il y a une vidéo. photo quand même. Juste photo. Ah, donc ça doit être la photo de moi, d'accord. Fort bien, fort bien, fort bien. On va essayer de voir ce qui se passe. On va commencer en parallèle et essayer de réparer ça, parce que on a eu le même petit souci la dernière fois. Et ça ne devrait pas être comme ça. Bon, on va essayer. On travaille en fond pour voir comment est-ce qu'on peut rétablir le flux vidéo en parallèle. Coucou Priscilla, coucou, coucou. Et on va lancer. De toute façon, ce qui est sympa, c'est d'écouter ce que ça va être un format très, très audio. C'est de la discussion. On n'a pas forcément de visuel à partager. Après, ça aurait été sympa qu'on puisse voir tous nos têtes. Donc, pour ceux dont c'est la première fois, c'est ce que j'expliquais. On est sur un format décontracté. On va Ouais. juste papoter. J'ai la chance de pouvoir inviter des gens comme Mathieu qui sont très intéressants et qui ont des retours d'expérience ou des perspectives très intéressantes à partager. Petit rappel des règles, comme d'habitude. Mettez bien votre chat sur tout le monde pour que tout le monde puisse profiter de ce que vous dites, pas juste nous. On a un lien sur un Think Board, surtout si effectivement on ne nous voit pas. Il y a un petit lien vers un board de FigJam interactif sur lequel vous pouvez mettre vos têtes et vous pouvez poser vos questions et mettre vos ressources. Et puis, comme d'habitude, c'est un safe space pour tout le monde, donc on ne tolérera pas de débordement. Tout le monde est là pour être gentil avec tout le monde. Voilà, voilà. Bon, en attendant, je vois que j'ai Adrien qui est en train d'essayer de voir ce qu'on peut faire pour la vidéo. Mais on va lancer le sujet. Donc, depuis Config dernier, depuis juin dernier, on a sorti les fonctionnalités IA de Figma. L'IA, c'est un sujet qu'on a tous dans la tête. Mhm. Tous, 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 notamment dans le design. On a bien vu ces derniers temps les avancées de notamment l'IA générative, des impacts qu'on peut peut-être commencer à voir sur les processus de création. Et du coup, ça passe à la fois par les outils, ce qu'on connaît tous les deux très bien, et par extension sur nos métiers. Et donc, j'ai avec moi Mathieu, comme je disais tout à l'heure, Mathieu Badimon, qui travaille actuellement chez Photoroom. On s'est rencontrés, alors c'était une histoire marrante, on s'est rencontrés indirectement par le podcast Design Journeys de Gauthier Zimmerman, shout out C'est Gauthier, vrai. très bon podcast, où Mathieu avait été invité quelques épisodes avant moi, et en fait, du coup, on s'est écoutés mutuellement et on a pris contact comme ça. C'était il y a un peu plus d'un an maintenant. Et alors, pour ceux qui ne te connaissent pas très bien, forcément, qui es-tu? Que fais-tu? Ouais. Qui suis-je? Voilà. Ah, je m'appelle Mathieu Badimon. Euh, Ça fait... qui suis-je? Je vais aller dans l'ordre inverse chronologique. Donc, ça fait un peu plus de 2 ans que je travaille à Photoroom, où je suis Head of Design et je manage l'équipe de design qui fait un petit peu tout, produit, brand, etc. On va en parler. Et avant ça, j'ai travaillé pendant 10 ans à Adobe, où j'ai fait plein de choses, mais notamment, j'ai managé le design system là-bas. Donc, vraiment de la genèse du design system qui s'appelle Spectrum jusqu'à à peu près la forme actuelle. Ça est avec grosse machine, ce qui était super cool. Et avant ça, j'ai travaillé dans une agence de web qui était spécialisée en Flash. Je me date un peu. Qui s'appelle Firstborn à New York, qui était vraiment un gros studio à l'époque. Voilà.
Et ce qui veut dire que j'ai fait du dev, j'ai fait du design, j'ai managé, j'ai fait un peu plein de choses, voilà. Et j'ai vécu. Et un autre truc intéressant à savoir, c'est que j'ai vécu aux États-Unis pas mal. Mm. Donc j'ai un peu Ah, la. pas mal, c'est un euphémisme, hein, Ouais, je crois que j'ai calculé, c'est un peu plus de 13 ans. Voilà. Oui, Ouais. c'est pas mal. C'est pas mal, c'est un bon morceau de ma vie. Et du coup, j'ai des réflexes et du management un peu américanisé. Voilà. Voilà, ça c'est à Et du peu près coup, ce que. petit icebreaker, comment était ta rentrée? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie actuellement, professionnelle, Ouais. personnelle? Est-ce que tu as un petit highlight à partager en prenant ton café? Ouais, alors j'ai déménagé à Paris de Bordeaux, ce qui veut dire que je suis le seul en France à avoir fait ça. Ce qui veut dire que je suis un trendsetter complet. Et chaque fois que je dis ça à quelqu'un, j'ai le regard, puis après plein de questions. Non, sinon, la rentrée, c'était chouette. Mes enfants ont commencé dans une école bilingue, ce qui leur manquait. Et ça se passe super bien. Et voilà. C'était c'était ma rentrée, c'était pas mal. Pas mal du tout. Puis de mon côté, pour ceux que ça intéresse, c'est là on est dans le jus, c'est boulot, boulot, boulot depuis le mois dernier. On sort beaucoup de mises à jour côté Figma en ce moment, donc Oh, c'est assez intense. Tu vois pas de quoi on parle? je vois pas de quoi on parle. Chez nous, c'est très calme, il se passe rien du tout. Bah, Ça, on s'embête évidemment, vite. évidemment, c'est la période calme pour tout le monde, c'est bien connu. La phase entre la rentrée et les vacances de Noël. Donc voilà, donc nous très busy. Si vous voulez suivre un peu ce qui est en train de se passer chez Figma, n'hésitez pas à regarder sur LinkedIn. J'essaye de poster de façon très régulière tous les nouveaux updates. Et puis surtout, on va avoir Config 2025 qui se profile à l'horizon tout doucement. On devrait avoir des nouvelles très très prochainement. Donc voilà, stay tuned. Ok, rentrons un peu dans le vif du sujet. On parle d'IA partout, vraiment partout, depuis plus d'un an, bientôt deux même. Comme je disais tout à l'heure, les nouveaux modèles de Generative AI font la une de toutes les discussions tech dès qu'il y a des nouveaux modèles qui deviennent accessibles au public, que ce soit du Midjourney, du Claude, etc. Et puis l'intégration de comment est-ce qu'on amène de l'IA dans les processus des entreprises. Ça fait la première page, je crois, en ce moment de tous les decks de boîtes de consulting que j'ai l'occasion de voir passer, aux grandes dames des sujets, entre guillemets, de hype précédents, on pensait ne pas être des sujets de hype, on pensait que enfin, l'écologie, la sustainability, diversité, inclusion, c'était des sujets de fond, mais visiblement, ça a été remplacé un petit peu par l'IA. Et bref, c'est pas très difficile de voir, enfin, on a tous les signaux pour dire qu'on est dans un vrai cycle de hype. Cependant, je pense qu'on arrive à ce moment du cycle où on arrive à prendre un petit peu de recul. Enfin, on commence à prendre un petit peu de recul. Nous, côté Figma, on a fait deux rapports, un quanti, un quali, sur l'IA ces derniers mois, un qui est sorti en mai et un qui est sorti pendant le courant de l'été. Et dans les grandes lignes, les constats sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui, parce que j'aime bien commencer comme ça les discussions avec des chiffres, j'aime bien mettre de la data derrière. Premier point, c'est que le design a du retard. Les designers ressentent l'impact de l'IA, enfin, ont ressenti cet impact plus tard que les développeurs notamment. Mhm. Les devs sont deux fois plus susceptibles d'affirmer que l'IA a eu un impact significatif sur leur travail ces derniers mois, plutôt que les designers. Et je pense que ça passe un peu par les outils aussi. La pression de l'IA, c'est clairement quelque chose de top-down. C'est-à-dire qu'on voit dans les rapports qu'on a faits que 36% des cadres dirigeants trouvent que l'IA a eu un impact significatif ou profond sur leur travail sur les 12 derniers mois. Là où pour des contributeurs individuels type designer junior, midweight, c'est seulement 15%. Donc c'est assez marrant, on pourrait se dire qu'au contraire, ça drive les trucs individuels. Et alors, qu'est-ce qu'on entend par, enfin, par voir que ça a un impact significatif? Est-ce que ça vient d'un besoin où peut-être les managers sont plus sollicités sur il faut faire des choses là-dessus, plutôt que concrètement avoir vu des transformations? C'est peut-être le cas. Euh, et alors, le point intéressant, c'est le stat que j'aime bien. Tout le monde est à la course à l'IA, que ce soit les outils ou toutes les entreprises. On est tous en train d'essayer de sortir les features les plus cool. Et donc, 89%, quasiment la totalité des entreprises, disent que l'IA, avec certitude, va avoir un gros effet sur leurs produits et leurs services dans les 12 mois à venir. Seulement, il y a moins de 50% des designers sondés qui disent qu'ils ont déjà sorti aujourd'hui des fonctionnalités IA. Et alors, ce que j'adore épatant, un tiers seulement de ceux qui ont sorti des fonctionnalités IA disent qu'ils sont fiers du travail qu'ils ont fait. Fou.
Donc voilà, donc c'est assez intéressant parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de hype, beaucoup de potentiel aussi. Puis il y a une espèce de goulot d'étranglement. Et en fait, on voit un peu qu'on est dans cette phase de passation entre avant, on était très drivé sur la technologie. Et maintenant, on commence enfin à vraiment parler des besoins utilisateurs. On est plus là Ouais. pour faire la technologie, pour faire la technologie. On commence à vraiment penser, OK, ça rentre où, ça répond à quelle problématique. Donc voilà, on commence à y trouver ce qui est pas mal. Donc, ce qu'on va faire dans cette discussion, c'est qu'on va parler un petit peu de ce qui se passe dans les coulisses d'équipes qui conçoivent des produits boostés à l'IA générative. Par exemple, ce que Mathieu vit au quotidien et ce que je vois passer chez Figma. Euh, Notamment, on va parler en fait du fait que faut inventer des nouvelles façons, enfin toutes les challenges qui sont posés par des nouvelles interfaces qu'on doit créer en fait parce que l'IA ça marche pas comme des interactions qu'on a connaissait jusqu'à présent. Et cette notion peut-être de magie qui vient avec les interactions, en fait, elle pose pas mal de challenges dans ce qui se passe sur les outils créatifs en particulier. Donc là, on passera de juste outils simples à outils créatifs. Pourquoi est-ce que quand on s'adresse à des utilisateurs créatifs, ça devient encore plus challengeant? Et enfin, on va discuter un petit peu de l'IA enfin, et de son impact sur nos métiers, en fait. Au final, quand on passe par les outils, ça impacte notre quotidien. Donc, qu'est-ce qu'on devient? Voilà, donc on est des designers qui vont parler, qui designent le design de demain. C'est très, c'est très, très mis en Super abîme. méta. Exactement, c'est très méta, on va parler de ça. Donc, je voulais qu'on commence déjà. Pour les gens qui sont là, a priori, connaissent Figma. Mais Photoroom, vu que ça n'a pas exactement les mêmes usages et les mêmes utilisateurs, peut-être qu'on ne connaît pas. Est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi Photoroom, c'est quoi votre vision, c'est quoi les fonctionnalités phares, c'est quoi votre équipe? Ouais, carrément. Photohome, c'est une compagnie qui a commencé vraiment en 2020, donc c'est assez récent. C'est un éditeur de photos qui permet de créer des visuels de tout type, notamment sur mobile, même si on a une web app. Et c'est un logiciel, c'est une app qui est vraiment, vraiment boostée dès le départ avec l'IA, qui est née dans l'IA. Et la fonctionnalité de départ, la fonctionnalité phare, c'est vraiment enlever le background d'une photo de manière à mettre en fond blanc ou autre chose. Et depuis, au fur et à mesure des années, on a rajouté des fonctionnalités de type générer un background réaliste ou bien générer tout type de photos par-dessus. Mais à la base, c'est un outil créatif, on va dire, ultra moderne. Et si je peux faire une petite analogie, je dirais c'est un petit peu si Photoshop était créé aujourd'hui avec l'iPhone en tête, ce sera à peu près cette idée-là, même si je compare pas les deux et on n'a pas la puissance d'un Photoshop dans le téléphone au jour d'aujourd'hui. Et c'est à peu près ça. Et on est une compagnie basée à Paris avec une équipe européenne. On marche très bien et on a une audience partout dans le monde. Donc ça, c'est super, super cool. On est vraiment dans tous les pays et on voit un petit peu des, des prosumers ou des petites compagnies qui utilisent, ou des grandes compagnies d'ailleurs, qui utilisent Photoroom partout dans le monde et notamment pour des petits besoins de retouche au quotidien ou pour des grosses choses de type marketplace, automation, API, etc. Vraiment, on couvre un petit peu tout. Et c'est pour ça que c'est un petit peu dur de le résumer, parce qu'on fait un peu tout, mais vraiment avec l'IA au centre de l'édition de photos. Et c'est marrant que tu parles de Photoshop, vu effectivement ton passif, Et ouais, ouais, ouais. ton passif chez Je Adobe. connais, je connais les logiciels Adobe un peu trop bien. Ouais, Mm. ouais, mais oui, enfin, quand je dis Photoshop, c'est vrai qu'après, il y a Lightroom, il y a plein de choses. Mais... Oui, 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 parce que effectivement, je trouve que c'est de ce que j'ai de Photoroom, effectivement, tu as aussi pas mal de fonctionnalités qui se rapprochent extrêmement de Lightroom. Donc, Photoroom, produit très IA dans Ouais. son ADN. Puis, effectivement, enfin, je pense, hein, une belle boîte française en devenir, effectivement. Enfin, européenne, mettons, pas européenne. On est, On a le je droit de sais dire pas, je français. crois, on a le droit, ouais, allez, soyons chauvin 2 minutes, je sais pas, on est peut-être un tiers ou une moitié de Français dans la boîte. Je sais pas si ça qualifie. Ouais, Soyons pan-européens, alors au moins. Donc, d'un point de vue technique, vous développez vos propres modèles, vous avez même vos ouais, propres API. ouais, D'un côté design, il y a de l'IA quasiment à tous les niveaux fonctionnels, voire à carrément. tous les niveaux fonctionnels. Et on design avec l'IA au départ. Et ça, je pense qu'on abordera ce sujet sur la Ouais, partie carrière vers la fin, parce que c'est super intéressant aussi. Très méta.
Donc, une problématique à laquelle sont confrontées les équipes qui, comme celle de Figma ou celle de Photoroom, définissent comment est-ce que l'IA va exister dans notre quotidien demain, c'est qu'il n'y a pas vraiment encore de standard. On est un peu en terre inconnue. Une première question, enfin, en tout cas, maintenant, on commence à avoir des choses qui se passent, mais quand vous avez commencé, en tout cas, Photoroom, c'était page blanche, quoi. Ouais. Première question, du coup, pour qu'on humanise un peu ce qui se passe dans les coulisses des outils qui, comme nous, intègrent de l'IA. Comment est-ce qu'on design des fonctionnalités IA? Comment est-ce qu'on crée un peu, entre guillemets, le monde de demain quand on n'a pas vraiment de playbook? C'est quoi les questions qu'on se pose en premier? Ouais, j'adore cette question parce que ça me ramène, donc il y a 7 8 ans, ou un peu plus maintenant, peut-être 9. J'ai commencé dans le domaine du design system quand il n'y avait rien. Et ça me rappelle beaucoup cette même évolution. Au début, le design system, on ne sait pas ce que c'est, il n'y a pas de token, on ne sait pas comment nommer les choses. C'est un peu l'Eldorado. Est-ce que c'est un kit de composants? Est-ce que c'est quelque chose d'autre et tout? Et au fur et à mesure, il y a plein de compagnies qui mettent un design system en place, on échange des choses. Je me souviens à Adobe, ce qui était super cool, c'est qu'on allait voir d'autres compagnies. On avait les équipes de design system d'autres compagnies. On l'avait fait avec Airbnb, on l'avait fait avec LinkedIn, etc. Et on échangeait un petit peu des secrets d'État, genre comment vous êtes organisé, combien de websites vous avez, comment vous gérez les contributions, etc., etc. Et donc on voit, et ça se met en place au fur et à mesure. Et franchement, cette vague d'IA générative me rappelle un petit peu cette même évolution qui s'est passée il y a 7 8 ans. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à Photoroom, il y avait vraiment rien. Euh, c'est marrant d'en parler comme c'était il y a milliers d'années. C'était il y a pas, oui, c'était il y a pas si longtemps C'était il y du tout. a 2 ans et quelques. Et à l'époque, on pouvait seulement enlever le background. On pouvait même pas encore générer des images ou générer du background. C'était vraiment. Moi, j'ai commencé à Photoroom le printemps, ou on va dire l'été, où Dali a commencé à être connu, où ChatGPT a commencé à être un truc. Donc voilà, il y avait vraiment rien. Et, ouais, et voilà, il n'y avait pas encore, on va dire, les sparkles, l'icône des Il n'y avait pas sparkles. encore les petites ouais, enfin, oui, comment C'était ça s'appelle, pas ça, sparkles. c'était en place. Étincelles. Les étincelles, c'était en place. On peut pas s'en débarrasser. Mais et Ah, on en discutera après. ouais, moi je suis curieux parce que grosse réflexion en interne. Mais sinon, ouais, après, on savait pas, on savait pas encore comment gérer le fait qu'il faut que le résultat n'est pas extrêmement précis, que Mm. ça peut prendre du temps. Et du coup, on a inventé plein de trucs au fur et à mesure. Mais comme tu disais, je pense qu'on arrive un petit peu à un moment où on n'est pas encore tout à fait là, mais c'est vrai qu'il y a des standards qui se mettent un peu en place parce qu'on voit ce que Apple fait avec Apple Intelligence en termes de style, on voit ce que Google fait également avec Gemini. Donc, ouais, on commence un petit peu doucement à unifier un petit peu les métaphores. Et c'est marrant, je pensais pas qu'on allait discuter de ça, mais je relis, enfin, je reboucle avec la conversation qu'on a eue le mois dernier avec Louis Chenet sur les standards du web et l'existence de W3C, qui est une espèce Mm, d'entité qui, entre guillemets, fait un peu le go et le stop sur ça va être quoi les pratiques sur lesquelles on va à peu près s'accorder. mm. Et je crois pas qu'on ait encore de choses comme ça, on va dire, de corpus externes, d'entités indépendantes, on va dire, ouais, des Apple, des Microsoft et autres qui aujourd'hui se planche vraiment sur la question. Mais peut-être que ça arrivera, hein, connaissant comment le monde de la tech marche, on n'est pas à l'abri que ça arrive un jour. Ouais, complètement. Ouais, c'est vrai. Enfin, ouais. Ça me rappelle l'histoire des tokens et tout ça. Mais et encore qu'on peut faire un argument que c'est pas ultra. Ouais, si avec Figma, c'est un peu standardisé. Ouais. Tu penses? Ok. On l'appelait variable. Ah, par rapport au Ah. token, je pensais que tu restais sur l'IA. Oui, oui, oui. Non, l'IA, on est encore, Bah, on est sachant que encore pas là, Figma, on est encore. pour clore sur les tokens, oui, de toute façon, Figma, les variables, on les a développées en partenariat avec le DTCG, donc avec justement le community group du W3C Ouais, qui essaye de un peu plancher sur la question de ouais, un token, c'est quoi, ça s'exprime comment, c'est quoi les formats, etc. ouais. Donc voilà. Bref, parenthèse token over. Revenons sur On l'IA. est là pour l'IA. On est là pour l'IA. Donc, et on parlait d'Apple. Et alors, il y a ce gars qui s'appelle Jason Yuan, qui est un ancien Apple, qui maintenant est cofondateur d'une boîte qui s'appelle Mu Computer, mais que je connais parce qu'il a été speaker à Config en 2024, là, cette année. Et j'ai vu passer récemment quelque chose qu'il postait sur une plateforme dont je ne donnerai pas le nom,
Oui, il parlait en fait d'un ancien monde UX avec des interfaces déterministes, deterministic Mhm, interfaces, mhm. où on avait très cette logique. Enfin, nous, moi j'ai grandi dans le monde des interfaces, c'est une action, tu presses un bouton égale une conséquence. Ouais. Il n'y a pas vraiment d'aspect random, tu sais à peu près, enfin, tu dictes, on va dire, des chemins pour tes utilisateurs. Et il y a ce nouveau monde, du coup, avec l'IA qui s'ouvre, qui lui, Jason appelle probabilistic interfaces, donc des interfaces probabilistes, si c'est un mot qui existe en français, où une action peut avoir multiples conséquences possibles. Et est-ce que, du coup, vous, à Photoroom, tu as déjà des exemples d'interfaces ou d'exemples un peu concrets où vous avez réfléchi à de nouvelles approches UX ou UI? Vous avez dit, là, en fait, l'ancienne, enfin, soit ce qui existait avant, ça marche pas, ou au contraire, peut-être qu'il y a une opportunité de faire quelque chose de différent et de se différencier davantage. Comment est-ce que vous choisissez où innover et où faire des choses d'un point de vue UX qu'on n'a jamais vu avant, ou plutôt vous ancrer dans des approches qui existent déjà? Des questions qu'on se pose énormément. Et là, il y a plusieurs questions dans ça là. Mais globalement, euh, on est comme on commence toujours avec le mobile et que du coup, il n'y a pas beaucoup d'espace sur l'écran, etc. Et que généralement, il y a beaucoup de progressive disclosure et c'est vraiment focus sur une task à la fois. En fait, on se pose plein de questions par rapport à ça et comment faire en sorte qu'on puisse vraiment clarifier ce qui se passe à l'écran, cette espèce de magie noire, Mm. qu'est-ce que les gens peuvent attendre comme résultat, et tout ça. Et du coup, on a tendance à simplifier les UIs et à guider beaucoup, plus que une interface un petit peu traditionnelle, classique jusqu'à maintenant, où tu as des icônes assez connues, tu mets un petit peu des icônes partout, il y a plein de choses que tu peux faire en même temps, ou du moins il y a plein de chemins que tu peux choisir. On a tendance à simplifier et vraiment guider plus. Ça, c'est un petit peu ce qu'on fait au quotidien. Et après, il y a plein de nuances parce que en Et pour en fonction. arriver là, est-ce que vous avez eu un moment où vous faisiez différemment et en faisant et en apprenant, vous vous êtes dit, OK, non, là, ça marche pas, il faut qu'on prenne vraiment les gens par la main, ou vous êtes déjà parti directement du constat que non, c'est trop nouveau? Parce que, enfin, voilà, juste pour Ouais, comprendre sur le... Est-ce que vous avez des moments d'expérimentation ou pas forcément? Euh, d'abord, en termes de DNA de la compagnie, on teste tout et on change tout et on est très rapide pour faire plein de changements. Donc, c'est ultra courant de faire une UI et de la changer, l'évoluer, etc. Et globalement, ce qu'on a constaté, pour répondre à ta question, c'est qu'on est tout le temps allé un petit peu au départ vers un peu ce qui est familier, un petit peu ce Mm. qu'on connaît, souvent des UI un peu trop complexes, trop, trop réfléchir un petit peu à ouais, trop d'options, trop penser à comment les choses sont faites maintenant. Et souvent, ce qu'on fait au fur et à mesure du temps, c'est qu'on simplifie, en Mm. fait. Et par exemple, pour créer des images ou même pour créer un background d'une image, on est parti avec un truc assez complexe. Tu peux écrire ton prompt en entier, ou tu peux avoir un texte à trous, tu peux choisir une image, etc. Et on a tout simplifié. Et maintenant, c'est en fait, tu peux juste dire, je vais être inspiré par cette image, ou rajouter un texte ou rajouter une petite note à côté. Mais généralement, on n'a jamais gardé la UI de base. On n'a jamais gardé la UX de base et généralement, on a tendance à ultra simplifier au fur et à mesure qu'on comprend et Mm. que les gens l'utilisent, qu'on a du feedback et nous-mêmes qu'on l'utilise en fait, parce qu'on a tendance à shipper des trucs très vite, ce qui veut dire que des fois, on n'a pas le recul nous-mêmes. Donc, plus on l'utilise, plus on comprend, plus on simplifie. Mais par rapport au UI déterministique ou pas, c'est une super question. Et donc, il y a cette hype en ce moment de dire peut-être qu'on peut avoir un LLM ou une IA qui crée la UI pour toi. Donc, il va dire il y aura trois boutons, deux champs de texte en Mm. fonction du sujet. Je peux même peut-être créer un flow qui dira tiens, je vais te demander un premier truc là, quel est ton nom? Après, je vais demander quel est ton âge. Je vais créer une carte d'anniversaire automatique. Tout ça, c'est hyper intéressant, mais je pense que quand même, il faut que ça reste ultra familier. Et puis, je pense que ça prend pas en compte tout ce qui est muscle memory, tout ce qui est patterns standards auxquels les gens sont habitués. Donc, en fait, je pense que c'est possible, mais je suis un petit peu plus réticent à l'idée. Je pense qu'il faut que ça reste quand même dans un cadrage un petit peu familier et que
et que les gens n'aient pas une UI qui apparaît qui est complètement étrange et qui est très différente et qu'ils se perdent un petit peu. Hmm. Donc je suis pas pessimiste, mais un peu plus. Non, c'est pas du pessimisme. Plus je pense que par contre, cette hype pourrait être un petit peu ce qui permet à toute la technologie AR et VR d'avoir une UI qui est plus adéquate, qui est plus ce Dans qu'on quel appelle sens, running hein? time. Bah, en fait, du coup, il pourrait placer la UI par rapport à des objets, Hmm. automatiquement détecter des choses, automatiquement te proposer des choses en temps réel. Et là où en fait sur un petit écran, enfin un petit ou pas, enfin un écran d'ordinateur ou de téléphone, je pense que c'est un peu plus formalisé. Genre les Hmm. boutons vont là, le résultat va là, je swipe à gauche pour revenir en arrière, je tape pour Hmm. aller en avant. Mais dans le monde courant, s'il y a des morceaux de UI qui s'affichent par-dessus des objets, je pense que ça peut être du coup qui sont générés en temps réel. Peut-être que ça a un Bah, petit peu plus de. techniquement, enfin, ce que tu dis, ça me fait penser directement enfin, c'est très. Alors, c'est pas tellement drivé par le design, c'est davantage drivé par l'industrie du jeu vidéo. Ouais. Mais c'est ce qu'on voit, tous les éditeurs de jeux vidéo qui se lancent dans la VR Mm. et dans la R et qui, effectivement, s'appuient énormément sur l'IA Ouais. pour faire de la génération en temps réel quasiment d'environnements très immersifs pour Ouais, pour c'est les vrai, jeux, c'est pour une les bonne players. analogie. Ouais. Mais ouais, ok. Des menus contextuels au final. Et non, pour revenir à ce que tu disais sur par rapport en fait, guider les utilisateurs, effectivement, de leur donner plus des approches pas à pas. Et c'est intéressant en fait. Alors c'est marrant parce que du coup, je sais pas si je l'aurais forcément enfin, framé sous l'angle de la simplification, parce que techniquement, l'expérience devient a plus d'étapes. Mais tu vois, l'expérience, enfin, la feature à laquelle je pense tout de suite, c'est, alors, je vais peut-être parler de features IA sur Figma, je sais que tout le monde ne les a pas forcément encore. Mais on a sorti une feature qui s'appelle First Draft, qui s'appelait, il fut un temps Make Design, qui a été rebaptisée. Et au moment de le rebaptiser, enfin, on l'avait éteinte pendant l'été parce qu'on n'était pas satisfait des résultats. On l'a remise en prod, version améliorée, là récemment, courant septembre, avec le nouveau nom, et avec un nouveau parcours utilisateur aussi. Mhm. Et ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, nous, on est parti d'un monde où c'était très prompt-based. Mhm. Et c'était vraiment, tu tapes dans une boîte noire et il y a un résultat qui sort. Ouais, Sachant que nous, on connaît la logique derrière, mais pour les utilisateurs, cette logique-là, elle est très opaque. ouais, Et effectivement, il y a beaucoup de questions qui étaient posées sur c'est quoi les modèles de données derrière, ça va puiser dans quoi, est-ce que c'est entraîné sur des interfaces externes, notamment les interfaces de Apple, ce qui n'était pas le cas. Euh, et, et en fait, on s'est dit, mince, faut créer plus de transparence, il faut créer plus de contrôle. Et en fait, le nouveau parcours aujourd'hui, il a plus d'étapes du coup. Enfin, c'est pour ça que je ne sais pas si c'est simplifié ou complexifié. Mais en tout cas, le nouveau parcours, il a plus d'étapes. Il y a une étape supplémentaire, notamment, tu sélectionnes à la main la librairie, on va dire, de composants wireframe dans laquelle tu vas piocher. ouais, Ce qui est, enfin, dont l'intention, parce qu'en vrai, c'est ça la logique qui est en back, c'est en gros des espèces de squelettes de wireframe qui ont été construits de façon custom de notre côté, dans lequel on rajoute une surcouche de contenu sur lequel on va piocher dans des modèles type Midjourney. Alors, c'est pas Midjourney forcément, je vais pas te dire exactement le mix exact, mais en gros, c'est des modèles LLM externes. C'est un mix custom qu'on a fait pour générer des images, générer du texte, etc., qui viennent se mettre sur des squelettes que nous, on a créés ouais, et qui sont reliés du coup à des prompts. Et donc, pour amener plus de transparence, on se pensait, enfin, on s'est vachement penché dans un premier temps sur le côté très waouh, très magie il y a un truc qui se passe et la machine, elle fait un truc et on ne sait ouais, pas trop ce que c'est, mais ça fait un résultat et c'est impressionnant. Du coup faire un move davantage vers plus de transparence et ouais, rajouter un peu peut-être de complexité ou plus d'étapes dans le parcours utilisateur. ouais. Je sais pas, ouais. Souvent, non, non, complètement, ça me parle énormément parce que c'est, ouais, non, on a eu le même cheminement sur certains features qu'on a déjà lancés, et puis on a le même cheminement sur de nouveaux features. Mais en fait, c'est toujours un petit peu ça où on est nous-mêmes un petit peu épatés par la technologie, donc on design quelque chose qui est un peu, inconsciemment, pour montrer cette magie. Et du coup, des fois, on a tendance à peut-être designer quelque chose qui fait une belle présentation, mais qui n'est pas ultra pratique. Et quand tu vis, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand Mm. tu vis avec, je sais pas, 6 mois, et qu'il y a plus cette magie de départ, et tu te rends compte, mais en fait, c'est pas pratique. Oui. Non, non, c'est vrai. C'est juste pas pratique. Et du coup, le prompt, ton exemple, il est très bon parce que, donc, cette idée, donc, en IA,
la currency, c'est vraiment le texte. Et donc, cette idée que tu peux mettre un texte qui peut faire plein de trucs, en fait, c'est un peu un problème parce que c'est extrêmement dur de taper un texte précis. Hmm. C'est pas plaisant. Nous, on a la culture mobile en plus, donc taper du texte sur un Vous n'avez pas la téléphone, version voice to prompt directement? pas directement, mais tactiquement via le keyboard d'Apple. Mais du coup, non, et du coup, on est à chaque fois, sur tous les features, on le voit très bien. Dès il faut donner des raccourcis et il faut aider les gens à pas avoir à taper une tonne de texte. Et un des trucs qui donne beaucoup de contrôle et pourtant et qui a beaucoup de pouvoir, c'est par exemple donner une image pour dire, tiens, j'aimerais créer un background ou une autre image avec le style de ce là. Et ça, c'est énorme parce que ça te permet de ne pas demander à l'utilisateur de mettre plein de texte. Hmm. C'est ultra rapide, simple, évident. C'est quelque chose que les utilisateurs peuvent comprendre. Euh, mais ouais, ouais, et je suis d'accord, quoi. Il Dans faut... notre monde à nous, où on travaille sur des outils qui sont quand même éminemment visuels. Parce que j'imagine que Ouais, quelqu'un qui travaille, par exemple, un copywriter ouais. qui travaille sur faire enfin, qui essaie d'automatiser ou d'améliorer ses processus sur de l'écriture de texte, lui, pour le coup, le côté texte, enfin, de prompt texte n'est pas du tout gênant. C'est très... C'est Ce que tu vrai, mais décris, c'est très après, associé aux besoins de nos utilisateurs à nous. ouais, mais après, je pense que c'est une idée de presets. C'est-à-dire que cette personne veut pouvoir dire, moi, je veux tel preset en termes de est-ce que je vais être Hmm. familier ou est-ce que je vais être Oui, c'est ça, c'est ça. C'est la même éducatif. logique, oui. C'est juste un médium différent, mais l'idée est... Oui. Exactement. Et donc, c'est vraiment l'idée de donner plein de presets et de pas. Et voilà. Et cette idée de, waouh, t'as une text box et tu peux mettre ce que tu veux dedans et ça va le générer. En fait, Hmm. je pense qu'une fois que tu vis avec, ça devient un petit peu très. Pas hyper agréable la 25e fois que tu essaies de faire un truc et que ça génère pas exactement ce que tu veux. Et c'est parce que, après, c'est ça, parce que même en étant, entre guillemets, dans le cœur du réacteur, j'ai pas forcément la réponse à ça. Je sais pas si le fait qu'on a commencé un peu par là à réfléchir aux interfaces, c'est lié à une contrainte purement technique de se dire, aujourd'hui, tel que c'est livré par des OpenAI ou autres, c'est comme ça que ça marche. Ouais, Donc, on va pas complètement. challenger, on l'intègre tel quel. Ou au contraire, il y avait ce côté de, non, mais c'est quand même très waouh, c'est très magique, tu vois. Il y a vraiment le côté de, on parle à, enfin, le langage réel, ça nous rend, enfin, ça nous rend humains et on parle à une machine en utilisant du vrai langage et du coup, c'est pas juste des 1 et des 0. Je sais pas exactement si ça vient de là ou juste d'une contrainte technique, entre guillemets, juste de vélocité, juste de Je rapidité. crois peut-être les deux, hein. Peut-être un peu des deux, ouais. Ouais, peut-être un peu des deux. Et, mais en tout cas, c'est vrai que quand tu regardes ce qu'on a fait, enfin, en tout cas, ce qui s'est passé dans les produits sur l'année et demie passée, il y avait vraiment cette espèce d'envie qui venait à nouveau de top-down, de faire des trucs très sexy, très super pouvoir, très magie, très waouh. Et j'ai l'impression qu'on commence à se rendre compte, en tout cas dans le contexte des outils créatifs, que cette notion de magie, elle peut avoir ses limites. C'est-à-dire il y a des autres, enfin, il y a des endroits, et c'est marrant parce que le curseur de où est-ce que, à quel moment c'est d'un côté, à quel moment c'est de l'autre, je suis pas trop sûre d'où le placer. Je pense que ça dépend de. J'ai des hypothèses. Mais pour tout ce qui est automatisation et travail entre guillemets relou, Mm. aucun problème. Je pense qu'un très bon exemple de là où l'effet très mettre un petit peu de poudre de perlimpinpin, de magie, ça marche très bien. Tu vois, sur Figma, c'est la fonctionnalité par exemple Rename Layers. Ouais. Personne. Alors, moi, j'aime bien renommer mes layers, mais je sais, en parlant aux gens, que je suis dans une minorité de designers un peu psychorigides. Ah, Euh, je suis psychorigide aussi. Bah écoute, ça fait deux, Je on passe est mon... deux, on est deux du coup. Mais typiquement, c'est quelque chose que beaucoup de gens, en fait, dans leur flot de travail, ne font pas, oublient de faire ou n'ont pas forcément envie de faire, soyons réels. Et donc là, typiquement, de se dire, j'ai un bouton IA et le truc se fait en boîte noire, je ne sais pas la logique qu'il y a derrière, mais ça me simplifie quand même vachement la vie. Là, toi, enfin, je sais que ce que j'aime bien dans Figma, ce qu'on a fait, par exemple, c'est qu'on a rajouté une animation. Donc, on a carrément de ligne, enfin, on s'est carrément appuyé sur le côté magie pour faire vraiment l'effet de. C'est très delight, ça, c'est très satisfaisant, un côté très delightful quand tu Ouais. l'utilises. Mais à côté, plus tu te rapproches des fonctionnalités qui touchent à une forte expertise créative, plus le côté magie dans la boîte noire et on ne sait pas ce qui se passe, ça colle moins, ça marche moins. Et je pense que ouais, la plus gros challenge qu'on a, nous, de notre côté aujourd'hui, en tant qu'outil créatif qui embarque de l'IA, c'est de réconcilier d'un côté la hype qu'on voit sur les marchés, ce qui est entre guillemets demandé par les gens d'en haut. Et quand je parle d'en haut, je ne parle pas en interne, hein, je parle de juste ce qui se passe autour dans le contexte général, versus la réalité des besoins utilisateurs.
Et donc, d'un côté, on fait ça, nous, chez Figma. Enfin, quand je parlais de l'exemple de First Draft où on apporte plus de transparence sur ce que, par exemple, les templates qui vont être utilisés pour faire de la génération pure et dure. Mhm. Mais voilà, je pense qu'il y a vraiment cette notion à un moment donné de redonner du contrôle aux utilisateurs. Enfin, on parle d'un truc probabilistique dans le sens où c'est pas forcément trop exactement ce qui va en sortir quand tu sors le prompt ou quand tu donnes l'ordre à la machine, entre guillemets. Ouais, Et je pense que ouais, plus tu te rapproches de fonctionnalités qui touchent vraiment dans l'aspect expertise créative pure et dure, plus en fait, dans ce que tu réfléchis dans ton interface, il s'agit de redonner du contrôle. Et est-ce que vous avez des exemples comme ça concrets de fonctionnalités où vous avez vraiment cherché à enfin, à maximiser en tout cas le sentiment de contrôle chez les utilisateurs? carrément. En fait, ce qui se passe, c'est que après, on est un petit peu, la technologie évolue très vite et clairement, tout le monde comprend le besoin de contrôle et clairement, toutes les avancées technologiques vont dans ce sens. Mais après, on est forcément bloqué par ce qui est possible au jour J. Et du coup, là, on est un peu à un palier. Je pense Hmm. que, encore une fois, ça évolue. Mais clairement, toujours rajouter du contrôle autant qu'on peut. Et l'exemple que je donnais tout à l'heure, c'était vraiment cette idée de je vais avoir du mal à décrire le background que je veux. Par contre, je donne une photo pour l'inspiration. Je dis, je veux vraiment la même chose. Enfin, c'est vraiment, je veux que ce soit assez fidèle à cette photo-là. Et je vais avoir mon objet qui est posé sur la même table, dans la même cuisine, etc. Et ça, c'est une forme de contrôle assez puissante. Euh, non, sinon, je voulais revenir, c'est assez intéressant ce que tu disais sur Rename Layers. On a la Mhm. même chose aussi dans Photo Home où tous les layers sont nommés en fonction de ce que c'est, donc c'est ultra humain. Mais ce qui est marrant, c'est que tu disais, oui, on a mis un petit peu de vibe dessus. Ah, vous aussi. Euh, non, nous, on n'a pas fait ça là-dessus. On met sur autre. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on prévoit que ça, à un moment, Hmm. genre dans 6 mois, je sais pas, ça va être hyper normal. Et ta petite hype dessus, ton petit effet, machin, il va paraître juste pas ultra utile et puis pas Hmm. hyper meaningful. Donc en fait, c'était marrant d'entendre ça parce que nous, on prévoit littéralement d'enlever des choses dans le futur ou de Hmm. faire plus simple. Globalement, beaucoup de nos outils s'appellent IA quelque chose et on sait qu'un jour, on va probablement enlever Hmm. l'IA. Et en fait, c'est ultra connecté, justement, je connecte, c'est ultra connecté à la predictability. Et donc, plus tu sais, plus le résultat est exactement ce à quoi tu t'attends, moins ça fait magique, moins tu as besoin de mettre IA. Et par exemple, nous, notre feature phare, qui est enlever le background, il n'y a pas marqué IA dessus. Ça Hmm. marche 99,9% du temps. Ce serait limite bizarre et un petit peu gratuit et étrange de mettre IA dessus parce que c'est juste genre, ouais, ben, ça enlève le background. Hmm. 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 Donc voilà, j'adore ce cycle comme ça où en tant que designer, on communique un truc. Et en fait, ce qu'on communique vraiment avec ces petits chimies, ces petites étincelles et tout ça, ce qu'on communique vraiment au fond, c'est juste attention, on n'est pas 84, 100% sûr que ça va marcher. S'il y a un layer qui s'appelle un peu chelou, enfin, qui a un nom un peu étrange, on vous avait prévenu, on avait mis le chimie. Voilà. Et séance, tu vas plus vite que moi. C'était une des questions que je voulais qu'on aborde, justement, le côté marketing autour de l'IA dans les produits. C'est-à-dire qu'évidemment, nous, côté design, on part du besoin utilisateur, on essaie de les intégrer. Mais c'est vrai qu'il y a une dimension très marketing aussi sur comment est-ce qu'on l'amène aux utilisateurs, comment est-ce qu'on en parle. Et je pense que le nom qu'on donne aux choses, et donc je pense notamment au fait que par exemple chez Figma, on est passé de Make Design à First Draft, qui, accessoirement, fun fact interne, mais c'était le nom d'origine. C'est-à-dire que nous, on a passé 6 mois en interne avant config à l'appeler First Draft pour qu'on nous dise un petit peu avant, en fait, non, on va le renommer, on va faire un nom qui fait un peu plus waouh, qui est un peu plus ambitieux parce que, voilà, il faut qu'on soit à la hauteur des ambitions qu'on a. Pour qu'en fait, on se dise, ah mais non, alors c'est ça, parce qu'on aurait pu, dans mon équipe, on était assez convaincus sur le nom d'origine, donc au final, bon, le futur nous a donné raison, Vous avez gagné sur le long terme. sur le long terme, on a gagné. Enfin, on a gagné, c'était pas une bataille. Mais non, parce que c'est vrai qu'il y avait le nom qu'on donne aux choses clarifie l'intention qu'on a derrière. Et effectivement, first draft, à un moment donné, comme tu dis, ça parle plus sur à la fois le fait que déjà, ça va pas être un truc final,
Ouais, parce que les résultats, voilà, il y a un moment donné, il y a toujours, et là, c'est la différence entre, on parle d'IA à toutes les sauces, c'est IA, IA, IA partout, mais dans le bucket IA, tu as un côté où c'est la prédictive IA, enfin tout ce qui est prédictif, hein, ouais, qui existe depuis vachement plus longtemps, accessoirement, que le cycle de hype dans lequel on est. Je parlais à des équipes qui, eux, travaillent dans des produits qui aident à, enfin, qui facilitent la prise de décision dans des circonstances un peu extrêmes. ouais. Eux, ça fait des années qu'ils intègrent de l'IA prédictive dans ce qu'ils font. Eux, quand ils voient IA, ils disent OK, cool, mais en fait, c'est pas nouveau, quoi. Les recherches Google ont eu IA depuis Exactement. 10 ans. Exactement. Et en fait, c'est juste des logiques algorithmiques. La raison pour laquelle il y a ce hype cycle, c'est l'IA générative. Ouais, Parce que jusqu'à présent, la partie créative était réservée aux humains et d'un coup, les machines arrivent à rentrer dans le game. Mais l'IA générative est très différente de l'IA prédictive. L'IA prédictive aujourd'hui, déjà, elle arrive avec des probabilités, c'est-à-dire qu'elle te sort déjà des résultats et te dit là, mon résultat, il est X% fiable. Donc après, tu en fais ce que tu veux. Mais il te précalcule tout, essaye de te sortir le meilleur résultat et te donne les nuances de attention, fais attention à ce que tu fais avec ça. Là où l'IA générative aujourd'hui, elle demande une surcouche humaine. Tu peux pas, enfin, toute seule, elle est très superficielle. Elle demande, enfin, c'est une base, quoi. C'est pas, elle va pas livrer des trucs tout complets tout seul. Elle a pas tout le contexte qu'on a. Elle a pas toute la compréhension, la vision globale des choses qu'on a. Euh, je pense, bref, j'ai plein d'opinions là-dessus et je veux qu'on laisse un petit peu Après, de place pour le ça discussion derrière. évolue, ça évolue, hein. Tu peux imaginer avoir tout en... Tu sais, de la même manière que dans ChatGPT, tu peux avoir toute une conversation. Tu peux imaginer livrer à ton IA plein de sources d'inspiration, un peu de mood Hmm, board. Et du coup, ta génération d'images peut se rapprocher beaucoup plus de ce que tu aurais envie de faire. Enfin, on n'est pas complètement tout à fait là, mais on peut plus approximer. hmm. Ouais. Et en fait, bon, ça va faire une transition là, parce que je voulais qu'on parle un petit peu, qu'on touche sur le nom qu'on donne aux choses et effectivement peut-être poser la question, en fait, à quel moment est-ce qu'on arrête de dire c'est de l'IA et juste ça Ouais. devient une feature comme les autres, en fait, comme certains le font déjà depuis très longtemps, en fait. Mais j'adore cette question. Ouais. La première version de notre tool pour créer des backgrounds s'appelait Magic Studio. Donc, Hmm, on est parti sur Magic sans vraiment trop réfléchir. hmm. Après, on l'a renommé. Ça, c'était le nom de Photoroom avant Photoroom ou c'était un outil dans C'était Photoroom? un outil dans Photoroom. Ok. Et c'est une des raisons pour laquelle on ne l'a pas gardé. Hmm, Parce on aurait pu penser que c'était l'outil Photoroom, l'app Photoroom Magic Studio. C'est pas un mauvais nom, hmm. au demeurant. Et après, nous, on a changé de nom. Voilà. Et 6 mois plus tard, je crois, Canva, ils ont appelé leur suite d'IA Magic Studio. Donc, cool. Comme ça, il n'y a pas de conflit, on est bon. Mais quand on l'a renommé, en fait, c'est hyper intéressant. C'était à l'époque où c'était un peu au début avec Dali et tout ça, et l'IA avait une connotation ultra négative pendant peut-être 2, 3 mois, parce que c'était vraiment en plein copyright. Voilà, il y a juste une courte période où la plupart des gens ont commencé à connaître ce qu'était l'IA. Et du coup, on s'est dit, est-ce on appelle ça IA ou autre chose? Et on a regardé, il y avait 4 choses, 4 valeurs qui étaient connectées à notre outil pour générer des backgrounds. Et on a focalisé sur la vitesse parce que notre outil était particulièrement rapide et ça faisait une grosse différence. Sur mobile, les gens ne veulent pas attendre. Petit hint Petit type. pour les product designers. Et du coup, on l'a appelé Instant Background. Et c'est Hmm. resté instant background un petit peu. Et puis au bout d'un moment, le cycle a changé. Comme quoi, il n'y a pas qu'en fait, c'est pas seulement interne, c'est pas seulement ton feature, c'est vraiment genre les gens Mais moins que ça, c'est évoluent, ce que je disais tout à les l'heure sur, en fait, tendances c'est évoluent l'environnement. Enfin, complètement. Et à un Hmm. moment, on s'est rendu compte qu'on était les seuls à pas appeler notre feature IA. Et c'était ultra pas clair. Et comparativement à d'autres outils, voilà, on était beaucoup plus opaque. Enfin, c'était pas... Et donc, du coup, on a renommé un petit peu notre suite d'outils IA, mais en pensant qu'un jour, c'est fort possible qu'on enlève le mot IA de tous les labels. Mon hypothèse, vous l'aurez entendu ici en premier, c'est aujourd'hui les choses s'appellent encore IA, mais le petit astérix IA derrière. Demain, les noms vont faire allusion à la plus-value que l'IA apporte, typiquement des mots comme instant ou des choses comme ça, qui mettent en avant enfin, ouais, la valeur Ouais, ajoutée de la feature par rapport à une valeur non IA. Et la ouais. troisième étape, ça sera de toute façon, tout sera normalisé et ça sera juste une feature comme les autres. Il n'y aura pas forcément de nom Je qui pense, mettrait en valeur autant cette plus-value, je pense. ouais, je pense que globalement, directionnellement, je suis assez d'accord. Ouais, je Mm. pense que. Après, le truc, c'est que bon,
pour moi, au jour d'aujourd'hui, le petit label IA, c'est vraiment pour dire on n'est pas tout à fait sur du résultat, attention. Hmm. Donc, je pense que il y aura toujours des outils un peu appelés IA quand on essaie quelque chose, ou que c'est bêta, ou que c'est Hmm. un peu. Ah, je pense qu'on va commencer doucement à Mais s'axer davantage sur la valeur. Parce que vraiment, j'ai l'impression qu'on passe du monde où la technologie drive les innovations à les besoins utilisateurs drive les innovations en intégrant cette technologie. Et donc, je pense qu'à ouais, partir du moment où on revient centré sur les besoins utilisateurs, le nom qu'on donne aux choses revient aussi centré sur les besoins utilisateurs, en tout cas sur la valeur qu'on apporte aux utilisateurs. ouais. Et tu parlais tout à l'heure, disais, bon, aujourd'hui, on est en 2024, on a cette conversation en novembre, les choses vont vite. On n'est pas à l'abri que les choses changent encore. On vit, enfin, on est très à la merci, en fait, ouais, des avancées technologiques, de où est-ce qu'on en est dans cette espèce de cycle de hype. On n'est pas à l'abri que demain, il y a un autre breakthrough, un autre palier qui soit franchi, qui à nouveau remette les cartes sur la table et on soit reparti pour un tour. Euh, de ton point de vue, sans boule de cristal. Je C'est l'ai pas quoi? amené, ouais. Ouais, tu l'as pas amenée, elle est pas dans le sac. Non. Dommage. Quels sont les aspects de nos métiers qui pourraient être mis en danger par une amélioration exponentielle des techno-IA? Et quels sont au contraire les aspects qui, tu penses, pourraient être très résilients, quoi qu'il se passe? Ouais. Quel que soit le futur, d'autant plus donné que le futur est incertain. Ouais. Non, c'est une question facile, je te remercie. Alors, je pense que tout ce qui est un petit peu répétitif, alors c'est un peu évident comme réponse, mais de type faire un détourage de quelque chose, de type appliquer des effets, ou tout ce qui est un peu répétitif et formulaïque, ça, je pense que ça peut être automatisé. Donc voilà, c'est pas une grosse prédiction. Du coup, et par contre, à l'inverse, tout ce qui est plus intellectuel, de type mixer design avec le business model ou marketing, euh, tout ce qui est vraiment brand, positionnement, concept, ça, par contre, je pense que ça va même gagner de la valeur. Moi, je suis relativement optimiste avec l'IA. euh, Parce que on voit en fait que ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, c'est que ça permet fondamentalement juste d'accélérer une tendance normale qui est de dire que oui, si tu es un bon designer, il faut avoir des bonnes idées, il faut les connecter aux produits, il faut savoir comment faire en sorte que ton expérience elle soit agréable Mm. et que les gens y trouvent de la valeur. Et en fait, toutes ces choses-là, et je pense même qu'il y aura encore de la place pour des gens dont le métier, c'est vraiment de faire des belles choses, vraiment design craft. Donc en fait, je pense que le design craft va rester. Et ensuite, tout ce qui est product design, je pense, va s'élever Mm. et devenir. Et le job d'un designer va être un petit peu plus connecté voilà, au business, aux produits et tout C'est ça. magnifique, tu réponds aux questions avant même que je te les pose. Non, c'était ma follow-up question. Enfin, j'avais plein d'autres points que j'aurais adoré évoquer, mais j'adore ce que tu dis, donc je vais me remettre dessus. Euh, j'ai l'impression que quand je suis arrivée dans l'UX il y a maintenant 5 ans, parce que j'ai fait autre chose qui n'était pas de l'UX, mais qui était du design avant. Mais il y a 5 ans, quand j'ai débarqué dans le monde de l'UX, le maître mot, c'était comment est-ce qu'on intègre le design enfin, au business, en fait. C'était comment est-ce que les Mhm. designers deviennent de meilleurs business people, enfin, comment est-ce qu'ils comprennent mieux les enjeux business, comment est-ce qu'on se raccroche à ça, comment est-ce qu'on devient plus stratégique. Et donc, Ouais, ça passe par, il faut parler data, il faut apprendre ci, il faut parler avec des PM, il faut comprendre les axes, enfin, en gros, voilà, faut parler business, quoi, concrètement. Et là, j'ai l'impression que depuis qu'il y a ce hype cycle autour de l'IA, enfin, dans l'année passée, le discours, il a basculé de il faut être très, très business à d'un coup, il faut être très craft. Et en se disant, de toute façon, ce qui va nous différencier de la machine, ou en tout cas des gens qui vont arriver, parce que le palier, on va dire, d'entrée dans dans l'outil, en fait, dans les outils de création, va être plus bas. Les gens qui ne savaient pas, enfin, qui avaient une maîtrise moins bonne des outils, pourront y accéder plus facilement. Mais comme tu disais, de l'autre côté, ça va aussi plus. Enfin, on augmente le niveau du plafond pour les gens qui savent bien y faire. Donc, ouais, il y a une espèce d'expansion, on va dire, qui se passe des deux côtés. Ça se baisse d'un côté, ça s'augmente de l'autre. ouais, Et dans un monde où, effectivement, il y a plus de gens qui arrivent au niveau entry level, bah, ce qui différencie, c'est le craft. Et du coup, j'ai l'impression que le discours de l'évolution de carrière, aujourd'hui, il est très.
on se concentre moins sur l'aspect stratégique peut-être dans ce que je vois passer, et la partie craft devient après une plus grosse part de la discussion. Je sais que toi, pour toi, ce n'est pas forcément des choses qui sont opposées. C'est exactement ce que j'allais dire. Pour moi, en fait, c'est les deux. Euh, du coup, si tu es un graphic designer, tu vas faire. Enfin, ok. Donc, ma grande théorie, le design est une réaction. Hmm, Donc, en fait, on peut même imaginer qu'il va y avoir des graphic designers qui vont faire des choses typiquement que l'IA ne fait pas bien. hmm. Et ça va tomber dans le craft. Et puis, il y a toujours cette beauté, cette élégance. Donc, on peut toujours imaginer qu'il va y avoir de la place pour ça, pour des choses ultra précises, des styles, des dégradés, des gradients, des choses, du noise, des choses que l'IA fait pas bien, qui sont, voilà, qui ont une beauté intrinsèque. Et par contre, je pense que ce qui va se passer, c'est que pour, pour ces gens-là, ce qui va devenir beaucoup plus important, c'est de documenter en live leur Le craft processus. et de mettre en avant pas le résultat, mais le processus et tous les behind the scenes, tout ça, Arriver à et en parler. arriver à en parler. Hmm. Et il y a un grand aspect pour les deux côtés, donc pour les deux branches, plus craft, plus business, c'est la communication, storytelling, tout Et ça. ça, j'entends beaucoup passer dans toutes les discussions IA. Alors, je crois qu'il n'est pas encore en ligne sur YouTube, mais on a eu récemment un live stream IA, enfin dédié à l'IA avec les équipes d'Adevinta et de Vodafone. Mm. Et effectivement, et en fait, c'est à nouveau ce thème du storytelling qui revient. Et l'importance du storytelling, en fait, Ouais, là, il y a un enjeu maximum. Alors, pour la notion de marque, alors, marque pour les entreprises d'un mm, côté, mais aussi en fait personnel. Donc, le storytelling va devenir très, 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 très important. Quel que complètement. soit. C'est une de mes, je vais dire frustrations, mais j'exagère. C'est un peu une de mes frustrations avec la plupart des designers que je peux voir, entretien, etc., ou carrière. C'est de, c'est, enfin, il faut que les designers comprennent que la moitié de leur travail, c'est communiquer leurs idées. Mm, Et que c'est aussi important que les créer. Et du coup, en fait, le mot-clé, c'est vraiment impact. Donc, d'un côté, tu as craft, de l'autre côté, tu as plus business, plus marketing, mieux comprendre vraiment, OK, on tel produit, voilà notre positionnement, voilà ce qu'on vend, comment. Et donc, l'idée pour moi, c'est comment tu peux avoir de l'impact. Et mm. pour avoir de l'impact, je pense que ça passe par communiquer ce qu'on veut faire, communiquer avec tout le monde, Être avec les parties être prenantes, avec les parties peut-être, ne pas être dans prenantes, sa bulle. aller être extrêmement curieux, aller voir, OK, est-ce que je suis bon en analyse de data? Peut-être oui, non. Non, bah, j'y vais, je vais comprendre mieux cet aspect-là. Est-ce que je comprends les business models ou est-ce que je comprends tout ce qui a, ouais, tout ce qui a à voir avec ça? Oui, non. Et vraiment avoir vraiment une T-shape, comme on dit, avec J'allais poser très la question, est-ce large. que c'est Y, est-ce que c'est T, est-ce que c'est on est sur quelle lettre de C'est l'alphabet? un, c'est pas ouais. C'est quoi le why? Non, c'est juste que là, tu faisais le signe de ça se split un peu en deux branches. Tu as la partie un peu, t'as des... Enfin, j'ai l'impression que le modèle dont tu parles, tu aurais des designers à dominante craft, dans le sens plus... Alors, pas UI, j'aime pas forcément le mot UI, mais craft dans le sens où arriver à créer de la beauté, en fait, tu dis par là de créer de la beauté, Ouais, c'est un skill, c'est-à-dire ouais, complètement. c'est quelque chose, il faut savoir le faire, ça sort pas de nulle part, et il y a des choses... La machine, alors, en fait, il y a une talk à laquelle je suis allée en France, à Paris, là, en avril dernier, je crois, qui m'a beaucoup marquée parce que j'ai trouvé que la trame narrative était assez sympa. Et je la ressors à toutes les sauces maintenant depuis que je l'ai vue. C'était Pierre Janel de l'agence Bruno qui l'avait donnée. Et c'était sur une histoire, on va dire, du design taste, enfin, des goûts design. Mhm. Et ça parlait un peu du cycle des tendances, on va dire, en fait, par exemple, juste la notion d'illustration. Ouais. Il y a des tendances d'illustration, c'est-à-dire que tous les 2 3 ans, on se renouvelle, on fait les bonhommes de façon différente. Quelqu'un qui lance une tendance avec une palette de couleurs, une certaine typologie de forme. Est-ce que c'est plat? Est-ce que il y a Les des petites têtes et les gradients? grands corps en Et mouvement. bah, c'est exactement ça. Donc, en fait, la présentation s'ouvrait sur une landing page avec petite tête, gros corps, à plat de couleurs, voilà. Ouais. Tout le monde dans l'audience a fait Arr Ouais, dès qu'il y avait le truc qui était montré. Et en fait, c'est parce que toute la présentation faisait le cycle complet, on parlait de taste. Puis à la fin, on revient sur cette page-là. ouais. Et en fait, il se trouvait que cette page-là, c'était un site d'arnaque à la CAF. Ah bon? Donc ils sont suffisamment bons pour rentrer Alors, dans une bon, je ne trend. sais pas, mais ce qu'il disait, c'est qu'en fait, à partir du moment où un visuel, enfin, un langage visuel est très établi, Hmm.
ça devient très facile de l'exploiter et Ah, de sortir enfin, de le faire à l'appel, en fait, de le systématiser et de l'industrialiser. ouais, Et à un moment donné, en fait, l'industrialisé, en fait, ça baisse, enfin, si tout se ressemble, déjà, rien ne sort du lot. ouais, Puis effectivement, du coup, tu peux aussi être associé, par extension, à des choses qui ont une bonne réputation, en tout cas, qui vont baisser la confiance, on va dire, que les gens ont en ton produit. ouais, Et à un moment donné, de toute façon, il faut réinventer la roue. Enfin, pas réinventer la roue, justement, il faut réinventer tout court. ouais, Et il faut sortir des trends qui existent, il faut faire des choses nouvelles. Et alors ça, aujourd'hui, la Jania, elle est très bonne pour faire des choses, pour copier ou faire du duplicat de choses qui existent. Comme tu ouais, disais, avec les images, tu donnes une image, elle fait quelque chose un peu du ouais, même style. Mais créer des choses from scratch, c'est des designers qui savent ce qu'ils font, qui savent pourquoi telle couleur là, pourquoi tel espacement ici. Enfin voilà, il y a un ouais. vrai skill set à avoir pour justifier et créer des choses sur des pages blanches. Et, et, et comme je disais tout à l'heure, le design est une réaction. Et en fait, je pense qu'on est au départ d'un mouvement où il y aura beaucoup plus de variété. On a vu toutes les marques de luxe qui sont lancées dans du Helvetica, uppercase, bold, et Hmm. qui du coup en reviennent toutes parce qu'au bout d'un moment, J'adore Helvetica, en plus ça me rend très triste. ouais, mais il y en a, certes, moi aussi, mais il y en avait des Burberry, je pense qu'ils avaient perdu complètement leur âme, il y en avait plein Oui. d'autres, voilà. Alors c'est marrant parce que l'excuse que je travaillais plutôt sur la partie print et branding à ce moment-là, et la raison pour laquelle, et donc je faisais beaucoup de travail sur enfin, le logotype notamment à ce moment-là, et l'excuse entre guillemets, le raisonnement derrière, c'était le mobile. Tout passe sur mobile, les interactions mobiles, les touchpoints mobiles deviennent prévalents Ouais, pour les utilisateurs, pour les consommateurs, enfin pour les clients. Et du coup, il fallait penser mobile first. Et pour mobile first, avoir des choses avec des sérifs très fins, très longs, des formes très tarabiscotées, c'est compliqué à scaler, à mettre à toutes les tailles. hein. Et du coup, mobile first égal, on fait du sans sérif, on fait des blocs et tout se ressemble. C'était l'excuse qui nous était donnée, mais je pense qu'à nouveau, c'est un balancier. Et puis Donc après, tu balance peux d'un faire côté à l'autre. l'argument que la qualité des écrans a augmenté. Oui. Et puis après, tu as une valeur. Je me souviens, en fait, c'était Ikea. Ils avaient, je sais plus quelle fonte. Et puis à un moment, ils avaient dit, bon, on peut pas envoyer des emails avec cette fonte. C'était avant que tu puisses embedder Mhm. les fontes que tu voulais. Ils ont dit, vous savez quoi? Nous, on va prendre Verdana. On va mettre Verdana dans les magasins. YOLO. Et comme ça, l'email que tu reçois sera aligné à ce que tu vois quand tu vas au magasin Ikea. Et c'était un choix. Et puis, je sais pas, il y a quelques années, ils en sont revenus. Ils ont dit, ben non, maintenant, on n'est pas bloqué par la technologie, donc on le rechange. Mais je pense qu'après, c'est un calcul, hein. À un Mhm. moment, tu dis, il y a plus de valeur à faire ça. Les choses changent. Après, il y a plus de valeur. Et donc là, je pense on rentre dans une phase où il y a tellement de stimuli, tellement de choses, c'est tellement facile de créer du contenu qu'il va falloir créer du contenu qui sort du lot Mhm. quelle que soit et je ne sais pas comment, sinon je le partagerai ici, mais et où il va falloir faire un truc, voilà, qui est, je sais pas, peut-être que c'est vraiment motivé par un behind the scenes ou un truc où tu montres ton processus sans jamais montrer ton résultat, ou c'est un style différent que l'IA a du mal à faire ou qui est dur à automatiser, ou je ne sais pas, mais je pense il faut capter l'attention Ouais. et créer une histoire. Et donc, du coup, je pense qu'il va y avoir plus d'innovation dans le brand design et tout ça. J'adorerais qu'on continue cette conversation, mais on arrive malheureusement vers la fin. Et je pense on aurait pu continuer très très longtemps. Mais j'ai pas envie que ça se coupe. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps de prendre des questions. J'ai peur que ça se coupe. Est-ce que ça a coupé? Ça n'a pas coupé. Il est 14 heures et ça n'a pas coupé. Tout va bien. Du coup, on va prendre des questions. Prenons des questions. Alors, si je vais sur Figjam. Ah, ça, j'aime bien cette question-là de la gouvernance autour de l'IA. Qui est-ce qui, côté photo, en tout cas, pense les fonctionnalités IA? Est-ce que ça part plutôt du marketing? Est-ce que ça part du développement? Est-ce que ça part de la direction artistique, des designers, du produit? Tout le monde? Nous, c'est tout le monde parce que une de nos quatre valeurs dans la compagnie, c'est en anglais, hein, Build it, own it. Et en fait, on embauche des gens qui ont cette capacité de proposer des choses, de sauter les niveaux. On est assez flat, hein, on n'a pas beaucoup de hiérarchie, qui sont capables de faire des choses par eux-mêmes, de proposer, de les implémenter, de les faire vivre, de les own.
Donc en fait, nous, c'est pas top-down du tout. Et c'est, encore une fois, on embauche ce genre de personnes et c'est hyper excitant. Et je vois une question aussi sur la partie dev. Alors, je ne sais pas si tu suis de près ce que vos équipes dev font, ce que on parlait notamment du fait que vous avez vos propres modèles que Ouais. vous créez from scratch. Quelqu'un me pose la question de comment et combien de temps ça met pour créer des fonctions IA from scratch. Alors, j'imagine, c'est très différent dans le cas où tu développes ton propre modèle en fond versus de tu exploites des modèles existants et tu rajoutes juste une surcouche de fonctionnalité, enfin fonctionnelle par-dessus. Ouais. Vous, ça ressemble à quoi de votre côté? Alors, je vais pas prétendre que je peux Oui. remplacer quelqu'un de l'équipe de machine learning ici. Mais globalement, pour donner un ordre d'idée, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye des fonctionnalités souvent avec un modèle public ou une surcouche sur un modèle public, Hmm. juste pour voir s'il y a, si les clients aiment ou si les utilisateurs aiment, s'il y a quelque chose derrière ça. Et si on voit effectivement que ça va devenir une vraie fonctionnalité et qu'il y a quelque chose, alors du coup, on estime le passer sur un modèle à nous, auquel cas ça peut prendre des mois et auquel cas ça dépend un petit peu de la fonctionnalité, donc c'est dur de le généraliser. Mais Hmm. globalement, on commence un peu avec un modèle public ou une surcouche sur un modèle public et après on le met en Hmm, interne. hmm, hmm. Et après, il y a plein de nuances. On a un modèle interne dont on possède les datas, donc, qui est entraîné sur des datas propres, etc. Donc, ça dépend l'impact de cette question aussi. Hmm. Et de même, par rapport à Figma, je ne pourrais pas du tout parler d'un point de vue tech. Comme je disais, nous, on n'a pas de modèle de machine learning, on n'a pas de LLM proprietary, enfin, interne à Figma aujourd'hui. On se base sur une tambouille custom de modèles externes. Ouais. Enfin, on fait notre recette, notre Ouais. mix à nous. Mais alors après, de la visibilité que j'ai, ça dépend si on inclut la partie recherche aussi, parce que la partie recherche, elle a commencé très tôt de notre côté. Mais si on parle juste on a identifié des opportunités fonctionnelles, on va dire des besoins utilisateurs auxquels les modèles qui existaient d'un point de vue générative AI pouvaient répondre, entre le moment où on identifiait ces besoins et le moment où on a commencé à sortir des choses, sachant que ces choses sont encore en bêta. Donc à nouveau, est-ce que tu considères qu'elles sont vraiment sorties ou pas? Est-ce qu'on considère qu'elles sont prêtes ou pas? Ça reste du bêta. Mais on était on va dire, une temporalité d'environ 6 mois entre le besoin utilisateur identifié versus on sort quelque chose, on met dans la main des utilisateurs en bêta. C'était grosso modo cette temporalité-là. Ouais. Voilà. Si j'ai un conseil à la personne qui a demandé la question, enfin, c'est pas mal d'essayer avec un modèle public. Euh, Oui. enfin, c'est d'un point de vue purement produit. Enfin, encore une fois, ça dépend vraiment de la fonctionnalité, si ça existe et tout ça, mais c'est quand même pas mal. Et c'est une des choses que j'aime bien avec l'IA, c'est que c'est assez ouvert, c'est assez open source, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça qu'on a vu le développement assez rapide de toutes ces technologies et d'une suite de produits assez impressionnante. Une question peut-être plus, pas existentielle, mais plus question de fond. Pourquoi est-ce qu'on considère l'IA comme un truc à part et pas comme juste une technologie, une innovation toutes les autres, comme toutes les autres. Alors la question le pose en termes beaucoup plus sympathiques que ce que je dis, mais en gros, on a déjà plein de théories de sociologie scientifique qui ont été faites, enfin d'un point de vue sciences sociales qui ont été faites sur le numérique, l'innovation de façon générale, etc. Et pourquoi est-ce que quand on arrive sur l'IA, d'un coup, on rebat toutes les cartes et on fait comme si on n'avait pas déjà appris des choses, Ouais, des évolutions technologiques précédentes. ouais. Pour toi, à ton avis, c'est quoi est-ce qu'il y a une différence ou pas? Est-ce que c'est juste une question de il y a de la hype, donc on en parle? Ou est-ce qu'il y a vraiment des choses qui diffèrent par rapport aux autres technologies qui ont existé avant? Moi, je pense que oui, d'un point de vue fondamental, existentiel, dans le sens où je pense que aucune autre techno, chaque techno apporte son lot de challenges. Euh, mais celle-ci en particulier, c'est vraiment, ça redéfinit qu'est-ce que c'est que d'être humain. Donc, il y a une espèce d'un truc très corps, très existentiel au fond. On pensait jusqu'à très longtemps que notre capacité de créer from scratch, et là, alors, je peux te faire la référence à Aristote si tu veux, mais le fait d'avoir des mains, d'avoir la capacité d'avoir un impact et de donner forme à des choses était éminemment humaine. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on considère que, par exemple, des primates qui font des outils eux-mêmes, est-ce qu'ils sont un peu à la limite, ils sont un peu un pied entre eux, ils sont, ouais, c'est des animaux, mais c'est un peu quand même, ils sont un peu anthropomorphisés quand même. Et l'IA, d'un coup, il y a des machines, des choses avec a priori des 1 et des 0 qui sont capables de faire des choses qu'on pensait jusque-là inaccessibles
à autre chose que à la condition humaine. Donc, je pense qu'il y a un côté très métaphysique qui Moi, fait je vais qu'on se beaucoup pose moins des loin. questions différemment. Moi, moi, je vais beaucoup moins loin. Je pense que depuis. Non, non, mais. Ou alors. Ah non, attends, je vais te rejoindre, mais je suis pas complètement aligné parce que je pense que depuis qu'on a inventé des machines qui Mm, peuvent créer des choses, peut être vraiment des usines, etc., qui peuvent créer des choses, mm, ou des ordinateurs avec des programmes mhm, tu peux injecter du hasard même. Donc, ça peut vraiment toujours créer. Je pense que ça fait quand même une centaine d'années qu'on peut créer des choses comme ça qui. Donc, pour moi, en fait, c'est une hype beaucoup plus petite. Et si je prends spécifiquement Gen AI, parce qu'en fait, tu peux regarder Google et dire, bah, en fait, c'est de l'IA, ça fait 10 ans qu'on l'a. Je mets un texte dans une boîte, ça me donne des résultats. Je suis pas sûr des résultats, mais probablement il y a un truc qui est bien, c'est de l'IA. Si cette vague d'IA ressemblait un peu à ça, on l'a déjà, il n'y a pas de nouveauté, donc ça ferait pas de hype. Je pense que la hype, elle est deux choses. Un, c'est l'input qu'on lui donne, c'est un peu un nouveau input. Donc je vais beaucoup moins loin que toi, en non, mais fait. tu as le droit. Et déjà, non seulement tu as le droit, et je Ouais. pense qu'en plus, tu Ultra as pragmatique. assez raison. Donc, tout simplement, on n'a jamais eu cet input. Et quand il pense, l'ordinateur, le PC moderne, ben, globalement, c'est une interface graphique avec une souris. Mm, C'est tout bête, hein. Et boum, tu as l'ordinateur. Enfin, il n'y a pas que ça, mais d'un coup, tu as un modèle d'interaction nouveau. Ensuite, tu as un téléphone portable, le premier iPhone, ton je peux doigt. toucher avec, c'est incroyable. Et donc, du coup, là, c'est un autre type d'input. Et en plus, c'est un input qui marche plutôt pas mal avec la voix. Mm, Donc je pense qu'il y a l'input. Et deux, c'est le fait qu'on a un type de résultat. Donc, là, je vais le simplifier sur IA générative. Tu prends un objet détouré, tu dis, ben, génère-moi, mets-moi une table avec, je veux la réflexion, et la shadow et tout ça. Et boum, ça le fait. Et on n'a jamais eu ça avant. mm. Donc, on a vraiment des choses vraiment nouvelles en termes d'input et en termes d'output. Donc, je pense que ça nécessite la hype. Après, il y a des aspects ultra overhyped de type, enfin, je pense que autant les LLM sont incroyables, autant c'est probabilistique et voilà, enfin, je suis moins complètement amusé par enfin, ça me paraît genre, ouais, bah, ça te donne une réponse relativement moyenne, Mm. voilà. Mais la hype est quand même justifiée. Mais par rapport à ce qu'on disait avant, je pense qu'au bout d'un moment, ça va être absorbé. Oui. Les fonctionnalités, ben, j'aimais bien ce que tu disais. Je pense qu'on va revenir sur LinkedIn. Quelle est la particularité? Ah, c'est rapide, boum. Ou ah, c'est précis. OK, Mm, voilà. Euh, et voilà. Mais c'est vraiment intéressant de voir certains types d'IA qui sont tellement devenus une norme. Nous, par exemple, tous nos meetings, on a une IA qui synthèse. qui synthèse. Mm, Et j'aurais du mal à pas l'avoir maintenant. mm. Et on va avoir tellement de trucs comme ça qu'au bout d'un moment, ben, la hype, elle va être juste Oui, ça va devenir une normalité. une normalité. Et après, dernière chose, je pense qu'on va faire un plateau de cette technologie. Après, il y aura plein d'innovations. Euh, euh, En gros, l'IA générative d'aujourd'hui, en gros, on augmente en volume, en qualité, etc. Mais on va probablement plus passer de temps après à chaîner les fonctionnalités et à vraiment créer l'expérience plutôt qu'une avancée technologique pure et dure. Mm. Et j'ai souvent tort avec ce genre de choses. Tu penses? Je sais pas. Moi, je pense que ça va être comme ça, mais Sur la comme. partie Gen AI, je pense aussi. Je pense Ouais, qu'on verra, on n'est pas à l'abri que, à nouveau, on est sur une phase d'accélération. Il y a les meilleures têtes pensantes, j'ai l'impression, aujourd'hui dans le monde, qui sont tous en train de plancher sur la question. On n'est ouais. pas à l'abri qu'il y ait encore C'est un peu l'idée. Enfin, des gros paliers qui soient franchis. en gros, l'IA d'aujourd'hui, c'est une techno, les Transformers. Mm, C'est venu un peu de nulle part. C'est venu de Google Translate qui voulait améliorer de 5% leur mm. translation. Donc, on n'est pas à l'abri d'une autre Mm. avancée, ouais, complètement. Et bon, d'habitude, pour finir, j'aime bien demander des ressources, des conseils, etc. Mais vu que c'est un sujet qui touche énormément à la partie carrière, et que toi, en plus, tes managers d'équipe, tu vois passer des CV, tu mentors, tu coaches tes propres équipes. Aujourd'hui, c'est quoi les conseils concrets que tu aurais à partager? Alors, je vais faire en deux parties. On va commencer sur la partie plus junior, Ouais. des gens qui commencent dans le métier aujourd'hui. Hmm. Parce que je pense que ce ne sera pas forcément les mêmes conseils que tu donnerais à d'autres managers ou à d'autres profils plus seniors. Ouais, c'est vrai. Mm. Je vois passer beaucoup de portfolios, beaucoup de CV. Et en plus, enfin, j'essaie de voir un peu les similitudes avec quand j'ai travaillé aux US et maintenant en France/Europe.
Et pour les juniors, mon plus gros conseil, il va être extrêmement pragmatique. Et je le fais volontairement parce que je pourrais donner des trucs un peu basiques, mais vraiment, vraiment très pragmatique. Tous les portfolios, tous les CV que je vois passer focus trop sur le process. Et Mm. en fait, quand tu as affaire à des gens relativement expérimentés, t'espères être embauché dans une boîte qui est bien, avec un manager, ou un manager ou une équipe qui est plutôt senior, eh ben, ils vont voir dans ton résultat s'il y avait le process ou pas. Et puis en plus, faut pas considérer que bon process, bon résultat, pas forcément. Et donc, je vois tellement de sites avec tellement, tellement de temps passé sur le process pour des fois des résultats qui sont pas particulièrement innovants ou pas particulièrement bien pensés. Donc ça, c'est mon gros conseil pragmatique, ultra pragmatique pour les juniors. Mm. Montrer des choses, montrer que vous pouvez penser et que vous pouvez vraiment raisonner, mais Et je pense que moins c'est de bien parce que process. je pense, alors je sais pas si c'est une différence que tu vois entre la France et les US, mais j'ai l'impression on parlait de storytelling et de l'importance du storytelling tout à l'heure. Une des observations que j'ai, c'est qu'en France, on a une façon très différente de faire du storytelling. Je sais pas si c'est notre côté cartésien ou quoi, mais on n'est pas du tout Ouais, dans le même délire que les Américains qui sont en mode keynote, ouais, complet. hype, tout ça. Effectivement, il y a un côté parfois très chronologique sur la façon dont on présente. On aime bien mettre tous les éléments sur la table et après, vers la fin, les conclusions. Alors qu'aux US, parfois, enfin, pas juste aux US, mais je sais qu'il faut peut-être réfléchir, ce que tu dis me fait penser. Un bon design, normalement, ça parle quand même, enfin, c'est assez Ouais, évocateur de lui-même. Et donc, peut-être exactement. commencer plus avec voici le résultat final. Et peut-être derrière s'appuyer sur le fait que voici les choses où ça match, enfin, Ouais, voici pourquoi c'est un bon design. ouais. Et derrière, un peu expliquer de comment est-ce qu'on en est arrivé là. Mais ouais, je pense que c'est un conseil qui peut s'appliquer à tous les niveaux. C'est pas forcément que junior nécessairement, mais. Ouais, je pense que c'est un peu pour tout le monde, mais c'est encore une fois, genre, tu peux avoir un peu de process, c'est juste vraiment juste dire voilà les points importants. Mm. J'ai analysé. C'est vraiment montrer que tu peux synthétiser, Oui. rationaliser les choses. Mm, On dit mm. voilà les points vraiment importants, j'enlève tout le reste et voilà mon résultat. Et à travers, voilà, et tu l'as mieux dit que moi, mais c'est vraiment à travers le résultat, tu vois ce qui est dedans. Et par rapport à l'impact de l'IA en particulier, moi, ce qui me fait entre guillemets un petit peu peur, ça c'est mon côté vieux jeu qui ressort, c'est qu'en fait de se dire, comme ce qu'on parlait, enfin, disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le seuil d'entrée est plus bas qu'avant, plus de gens peuvent arriver. Ouais, J'ai peur que, étant donné que pas mal de choses qui étaient entre guillemets plus compliquées avant deviennent plus faciles, il y ait pas parce que tu es lazy, mais qu'en tout cas, il y ait des fondamentaux que les gens aillent très vite sur les fondamentaux. Quand on apprend, et je parle vraiment de gens qui sont aujourd'hui étudiants ou qui ouais, commencent, qui se lancent dans le métier, que ce soit sur pourquoi est-ce qu'une typo est une typo, comment ça marche, ouais, c'est quoi déjà, enfin pourquoi est-ce qu'on fait ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se rappeler que les typos, c'était juste des morceaux de plomb qu'on mettait dans ouais, dans des branches et que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a certaines règles de ligature, on a certaines règles d'espacement, pourquoi est-ce que là ça marche et là ça marche pas. Et quand c'est une machine qui nous fait tout ça à la chaîne et qu'on est juste du coup là en train d'essayer de post-rationaliser pourquoi est-ce que ça, c'est un bon choix. ouais. Enfin voilà, je trouve ça dur. En fait, on revient sur cette question de il faut arriver à expliquer ses choix. Je trouve que si on passe trop vite sur les fondamentaux, plus tard, on va trouver ça plus dur de justifier, de rationaliser, en tout cas de communiquer pourquoi ça c'est un bon design ou ça c'est pas un bon design. Ouais, c'est vrai. Donc c'est un conseil que je donnerais peut-être aujourd'hui si jamais j'étais confrontée à des gens qui sont encore en études ou vraiment très juniors. C'est même si les outils vous permettent d'aller très vite, prenez le temps. Juste. Ouais, je suis assez aligné. Ouais, les basiques, les Mm, fondamentaux, la culture, exact. mm. Ouais, ouais, absolument. Ouais. À l'inverse de plus seniors, où du coup, toi, ton conseil sur comment est-ce que des managers ou des plus seniors qui ont déjà de la bouteille peuvent se préparer Non, enfin, à la façon que design, leur métier va se changer. ouais, designer senior ou design manager? C'est pas les mêmes conseils que tu donnes. Parce que ce serait Eh pas bah, les mêmes écoute, conseils. faisons les deux et finissons là-dessus, quoi. Designer senior, communication. Communication, big picture, arriver à être capable de voir un petit peu pourquoi on me demande ça, quel est comment ça s'inscrit dans l'idée plus grande de qu'est-ce qu'on essaie de faire, comment j'adresse ça, et en parallèle à ça, pas donner une solution de design unique, parfaite, etc., mais donner un spectre. Hmm. Voilà, je vois qu'on essaie de faire ça. On pourrait aussi le rattacher à ça ou ça. Voilà une suite de choses qu'on peut faire
Et toujours, 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 quand on présente plusieurs choses, donner sa recommandation. C'est hyper important. Voilà, trois choses qu'on pourrait faire avec des valeurs différentes, des qualités différentes, mais moi, je pense qu'on devrait faire ça. Donc, aussi simple que ça, voilà. Mm. Donc, s'inscrire dans quelque chose de plus grand. Et design manager, honnêtement, vraiment, cette idée de motiver les gens d'être là, je trouve que c'est un truc qui manque un peu en Europe. Enfin, c'est un métier, enfin, enfin, le métier de designer est relativement prisé. Designer peut bosser pour plusieurs boîtes. C'est pas le métier le plus dur. Les gens s'accrochent pas nécessairement un boulot spécifique. Donc, je pense qu'il est vraiment bien, c'est donner une raison aux gens d'être là, les Mm. inscrire, vraiment les aider à améliorer leurs skills, que ce soit graphique ou autre, ou UX, etc. Mais vraiment, vraiment, ouais, cette idée Créer une de culture, créer peut-être. une culture, de les motiver, j'ai pas envie de les tirer par l'eau parce que ça fait un peu genre, moi je suis déjà en haut, je te tire vers l'eau, mais plus les aider à grandir. Et voilà, je pense, passer du temps là-dessus, l'humain, quoi. Ben voilà. Et sur ce, j'espère que ceux qui étaient en pause déjeuner ont fini leur pause déjeuner. Et on va se diriger tout doucement vers notre mercredi après-midi de travail respectif. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous. On espère que c'était intéressant. Si vous avez des feedbacks, n'hésitez pas à nous les laisser directement sur le Figjam board. Pour ceux qui veulent contacter Mathieu en dehors, est-ce que tu as des préférences sur où est-ce que les gens peuvent te joindre? N'importe quel réseau social, j'ai perdu le français. Et sinon, mon adresse email de travail pour, euh, Qu'on pourra partager pour peut-être a partager. posteriori. Ouais. Bon, en tout cas, LinkedIn, a priori, tu es dessus. LinkedIn, N'hésitez pas à envoyer une invitation avec un petit X. message juste pour dire que vous venez vous venez de cette session-là. Ouais, s'il vous Euh, plaît. X. Ouais. ok, t'y es encore, c'est brave. Moi aussi, techniquement, mais j'hésite. Et Ouais. pareil pour moi, donc on est disponible à votre dispo si vous avez des questions, si vous avez envie de continuer la conversation. Merci à tous, bon après-midi. Merci. Ciao, ciao.